L'Observatoire de Paris a construit dans le centre de la France un ensemble radioastronomique qui est le plus vaste d'Europe. Les radiotélescopes ne voient pas les astres, ils les écoutent. Mais avant tout, qu'est-ce que le sommeil? Le sommeil a été caractérisé par l'activité cérébrale qui fluctue au cours de la nuit, qui varie au cours de la nuit, aussi par des variations non seulement de l'activité cérébrale, mais des mouvements oculaires, de l'activité du tonus musculaire, du rythme cardiaque, du rythme respiratoire. Et l'ensemble de ces variations ont formé ce qu'on a appelé des stades de sommeil. Et l'un de ces stades est le sommeil paradoxal dans lequel on a situé le rêve. C'est un phénomène habitation, vous avez pu constater qu'elle avait été construite de différentes façons. D'abord, nous avons eu les 3 pavillons centraux qui étaient vitrés, possédant une cour intérieure dont les 3 étages étaient pourvus de balcons. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on rêve souvent, qu'on se trouve dans des endroits inconnus? Il y a une chose étonnante, c'est que d'habitude, lorsque l'on rêve, on prend des éléments qui sont dans la vie réelle. Et on s'est aperçu, au bout de plusieurs nuits, que les volontaires, les cobayes volontaires, présentaient des troubles psychiques extrêmement importants, allant jusqu'aux hallucinations. Nous sommes quand même relativement nombreux. Là, nous sommes vraiment à la frontière. Quelques moments de rêve dans une poche pleine d'eau. La chimie du cerveau pourrait-elle ici intervenir? Sont situés dans une partie très précise de l'encéphale. On voit l'encéphale, le cortex cérébral, je veux dire, ici le cervelaire, et ici une région qui est très importante pour le sommeil, qui est le pont. On peut observer au niveau de ce pont, en effet, des noyaux qui sont très localisés et qui sont responsables des deux états de sommeil, c'est-à-dire le sommeil lent ou sommeil calme, et le sommeil paradoxal qui correspond à la phase de rêve chez l'homme. Le Centre national d'études spatiales a en outre l'intelligence d'ouvrir très tôt les portes de cette base spacieuse et bien conçue. Moi par contre, je rêve beaucoup. Je rêve très souvent que je vole, je suis au-dessus d'une route et c'est fantastique. Je rêve très souvent que je vole, je suis au-dessus d'une route et c'est fantastique. Je suis à peut-être 15 mètres au-dessus de la route et vraiment j'ai une sensation de liberté terrible et je rêve très souvent que je vole, je suis au-dessus d'une route, je suis à
peut-être 15 mètres au-dessus de la route et vraiment j'ai une sensation de liberté terrible. Je rêve très souvent que je suis à peut-être 15 mètres au-dessus de la route et vraiment j'ai une sensation de liberté terrible. J'ai besoin de m'extérioriser, j'adore voyager, j'adore lire. Je suis... Les édifices à usage collectif créent des nécessités bien différentes. La même structure, tout en courbe et en transparence. Est-ce que les structures pontiques qui déclenchent le rêve continuent à être actives au cours de la veille? Eh bien, il semble que oui. Cela exige une manipulation d'une grande délicatesse. Il ne faut rien traumatiser pour que l'enregistrement des mouvements des yeux, du tonus musculaire et des ondes du cerveau ne soit pas modifié. Si ces régions pontiques, qui sont à l'origine du rêve, continuent à fonctionner pendant la veille, il n'est pas tout à fait impossible que notre activité psychique consciente la plus élaborée, toutes les pensées qui nous viennent spontanément ou non au cours de la veille, soient en permanence sous-tendues par une activité inconsciente qui est l'activité onirique ou une activité assez proche. Je crois que le rêve endormi est pour moi moins important que le rêve éveillé. Comme vous savez, le tracé de l'électroencéphalogramme varie suivant qu'on est ou qu'on n'est pas en train de rêver. Et l'ensemble de ces variations ont formé ce qu'on a appelé des stades de sommeil. Toutes les aires du cortex cérébral sont dans un état d'excitation considérable, à tel point qu'une stimulation venant de la partie périphérique du corps ne peut pas pénétrer ou presque dans le cortex parce que la place est occupée par une excitation diffuse. C'est un éveil très particulier puisqu'il survient au moment où nous sommes complètement isolés du monde extérieur. Donc nous ne pouvons être éveillés que sur notre monde intérieur, c'est-à-dire sur le monde de nos fantasmes et peut-être de notre inconscient. Il est très intéressant de noter Il dort beaucoup, il rêve souvent, dans l'abandon total et la sécurité de l'environnement maternel. Il ne fait, semble-t-il, que continuer ce qu'il faisait avant de naître. Il reçoit les formidables SOS qu'envoient du fond de l'univers, à 270 millions d'années-lumière, des galaxies en collision. Les scientifiques étudient le phénomène. Mais la vie est incroyablement plastique et elle s'adapte à tout. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène des eaux blanches et comment peut-on le photographier? Quelle est la structure sous-marine à cet endroit? À quel archéologue français est due la découverte de l'appel... Oh, pardon.
dort beaucoup, il rêve souvent. Le public ne s'aperçoit de rien. Il ne fait, semble-t-il, que continuer ce qu'il faisait avant de naître. Je crois, oui. Que peut-on conclure de cette expérience et un grand nombre évidemment d'expériences analogues? Il y a une amnésie qui suit les rêves, qui n'existe d'ailleurs pas toujours, parce qu'il y a des rêves qu'on se rappelle parfaitement, mais l'amnésie et la nécessité des rêves, ce sont deux questions différentes. C'est démontré absolument par tous les enregistrements qu'on a pu faire sur le système nerveux central. On voit l'apparition de fuseaux qui se greffent sur l'activité corticale. Mais pour terminer, nous voudrions soulever deux questions que chacun d'ailleurs a dû se poser au cours de l'émission. La première est la suivante.